Pamela kusikiliza Udi unvwa nyonso ngetu bamukewa à l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. La situation sécuritaire à l'est du pays, on ne cessera d'en parler dans cette émission. À l'écoute, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Ce mercredi, plutôt j'allais dire, je reçois Monsieur Joe Mayele, qui est communicateur de l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique du chef de l'État Félix Tshisekedi. Avec lui, nous allons parler, comme je l'ai dit, de la situation sécuritaire à l'est du pays, notre sujet d'actualité du pays. Bienvenue, Monsieur Joe Mayele. Merci, Madame Jaël, pour votre invitation. Grande est ma joie de me retrouver dans ces cadres qui est excellentissime. Je suis très fier de me retrouver face à vous et je vais profiter par ces moments pour vous souhaiter bon mois de la femme. Vous savez que nous sommes au mois de la femme, on ne peut pas outrepasser cette réalité. Bon mois de la femme à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Je pense qu'à la propriétaire aussi de cette institution médiatique. Bon mois de la femme à elle, bon mois de la femme aussi aux femmes que moi j'ai voulu défendre. Entre autres, il y a aussi la gouverneure du Lualaba, l'actuelle candidate, Madame Fifi Masuka, qui fait un travail excellentissime. Bon mois de la femme à Madame Yvette Angoussi, qui a représenté le Congo pas plus tard que la semaine passée. Il était aux 68e session des ONU Femmes, donc bon mois de la femme à elle. Et je pense que on sera à la hauteur pour donner nos réflexions, pour émettre nos réflexions sur des questions capitales qui gangrènent la République. Et puis je pense que nos téléspectateurs seront satisfaits de nos réponses. Donc on est là pour donner un peu notre savoir pour la République. Merci beaucoup. Ok, puisque je vous prends par rapport à vos mots, puisque vous souhaitez un bon mois de mars, vous dédiez ce mois à la femme. Exactement. Si aujourd'hui le chef de l'État nommait une femme Premier ministre, ça vous arrangerait? Moi, je suis très positif dans cet aspect de choses. Vous savez, dans l'aspect institutionnel, M. Joe Mayele n'a jamais pris les caractères sexe comme un critère, parce que si je parle de la femme, c'est seulement un élément de différenciation entre l'homme et la femme, mais dans les domaines institutionnels, moi je table plus sur les compétences. Vous voyez, aujourd'hui je vous parle des femmes, par exemple comme Fifi Masuka aujourd'hui, qui lorsque vous regardez sa gestion de la province de Lualaba, ce n'est pas une gestion qui est caractérisée par l'aspect sexisme, c'est une gestion qui est caractérisée par l'aspect résultat. Il y a aussi une dame que moi je connais, madame, par exemple Madame Ariette Ouamou. Quand vous regardez son parcours dans la scène politique, vous regardez son dynamisme, ça ne reflète pas l'aspect femme, mais ça reflète l'aspect compétence. Donc aujourd'hui, si le chef de l'État nommerait, je mets au conditionnel, une femme à la tête des institutions, à la tête plutôt du gouvernement, moi je pense que je m'épierais à cette décision, vu aussi les différentes compétences de la femme. Parce que si vous mettez ces femmes-là qui ont géré les provinces, qui gèrent les institutions dans tous les niveaux, vous allez constater que ce sont les femmes qui ont un rendement. Le problème, ce n'est pas la femme, mais le problème, c'est les répondants. Lorsque la personne qui est là dans une fonction doit être la personne répondante aux déshydratats de la population. Et je pense que ce soit un homme, que ce soit une femme, si aujourd'hui on nommait une personne, que ce soit une femme, que ce soit un homme, moi ça ne me léserait pas, mais que ce soit le profil d'une personne qui est une personne répondante, une personne ambitieuse, une personne qui est caractérisée par l'éthique, une personne qui est caractérisée par l'essence du patriotisme, un élément très important, et une personne qui va satisfaire la population congolaise. Parce qu'il faudrait savoir, lorsque on cherche le pouvoir,
le dernier corollaire, c'est la satisfaction de la population. Quand la population n'est pas satisfaite, ça signifie que ton pouvoir n'a pas été à bon escient. Donc je pense que une femme ou un homme, moi ça m'arrange. Et les femmes, oui, j'en connais, ceux qui, comme j'ai cité nommément, ceux qui ont fait un travail bien, un travail au sein de la République. Je parle trop de Fifi Masuka parce que elle a géré. Proche? Bon, pas proche, mais j'ai eu à voir ce qu'elle a fait. Je connais quelques-unes de ses proches et je sais comment est-ce qu'elle a géré la promesse de loi là-bas. Une personne qui a été intérim pendant 2 ans et demi, mais elle a donné du répondant à la population lolabèse. Donc, je pense que quand vous voyez ces genres d'actions... Donc, c'est que la femme, si on doit prendre des femmes du profil de Fifi Masuka Exactement. aujourd'hui à la tête du gouvernement, elles vont faire mieux que les hommes. Ben, moi, je pense que n'entrons pas dans les guéguerres hommes-femmes. Ici, lorsque on parle institution, il faudrait parler des hommes avec grand H. Oui, bien sûr, mais je pense que... Bon, je pense il y a toujours une différence, même si... Une différenciation dans l'aspect peut-être complexe de la femme qui dit que quand elle fait mieux, il y a toujours un répondant ou une certaine divergence avec l'homme qui est passé. Moi, je pense que ici, il faut plus parler du caractère politique de la femme. Lorsqu'elle est là, elle est comme autorité. Et si elle fait mieux, il ne faut pas la comparer par son genre, mais il faut la comparer par son rendement. Bon, Madame Jaël a fait mieux que M. Diomayele. Ce n'est pas parce qu'elle est une femme, c'est parce qu'elle a été compétente. Et c'est comme ça qu'il faut faire les choses pour éviter les guéguerres sur le sexisme. Parce que nous ne sommes plus au siècle où on doit faire valoir le sexisme. Moi, je ne suis pas de ces courants-là. Je suis du courant où on doit faire prévaloir les qualités, les potentialités, et éliminer même les clivages ethno-tribaux, éliminer les sexismes pour permettre à notre société d'avancer. Parce que hommes et femmes ont une importance capitale dans la société. Et nous avons besoin de l'apport de femmes, nous avons besoin de l'apport des hommes. Donc, si le chef d'État nommerait une femme, moi, je serais positif. Puisque nous parlons du gouvernement qui doit arriver, on a vu l'informateur, le formateur, Augustin Kabouya qui a clôturé ses consultations durant tout ce temps en tant que communicateur. Comment vous commentez ce que les députés, Kabouya a fait? Bon, en général, c'est un travail excellentissime réalisé par un monsieur qu'on appelle M. Kabouya. Vous savez, il y avait une majorité qui s'est déjà dessinée. Cette majorité au regard de la plateforme qui accompagnait les chefs de l'État. Parce qu'il faudrait dire une chose, donner une certaine nuance, l'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale. Aucun regroupement politique a compétit sous le label de l'Union sacrée. Chaque regroupement politique a compétit sous un label, mais sous la supervision de l'Union sacrée comme plateforme politique qui accompagnait les chefs de l'État. Mais qui soutenait sa candidature. Oui, exactement, qui soutenait sa candidature. Il faudrait toujours faire une différenciation, madame. Parce que lorsque vous êtes en train de lire la loi électorale, vous allez comprendre que la loi électorale permet à ce que on aille aux élections sur 3 labels. Soit on part par un regroupement, soit on part par un parti politique, soit on parle en étant indépendant. Et l'Union sacrée, lorsqu'on est en train de la définir par une approche organisationnelle, l'Union sacrée n'est pas un label politique et n'est pas une plateforme, un regroupement politique, ni un parti politique, mais l'Union sacrée est une méga plateforme politique. Et cette plateforme qui accompagne les chefs de l'État. Donc je pense que si je dois me réasseoir sur votre question, M. Kabouya n'a pas eu assez de difficultés parce que l'Union sacrée comme méga plateforme politique qui accompagnait les chefs de l'État. Au sein de l'Union sacrée où nous avons eu des regroupements électoraux qui ont compétit sous les labels de la vision des chefs de l'État, ont donné un certain poids, ce poids qui a été numérique par les députés, et ça n'a pas vraiment pesé du point de vue travail. Et je pense que M. Kabouya, étant qu'un intellectuel avéré, a réalisé un travail excellentissime pour ne pas aussi frustrer les autres. Mais nous sommes dans une nuance où
la démocratie congolaise est en train de s'asseoir avec tout ce que nous sommes en train de voir, les concertations, l'envie de gérer la chose publique, les ambitions qui se nourrissent le jour. Donc, en grosso modo, nous avons aussi assisté à une partie de la maturation de notre démocratie au regard de tout ce que... Mais ce n'est pas le cas, maturation de la démocratie, mais si nakukata kutonia monsieur l'émission la biso pesa na lingala ozolobeli maturation, mais c'est pas le cas au niveau de l'opposition. On a fixé la démocratie kutu awa na RDC depuis le régime Tshisekedi, opposants bazo quoi accusé bino déjà bozo mona parlement déjà o eza déjà wana bazo benga o monocolaire. Madame, partout dans toutes les assemblées provinciales, vraiment l'opposition n'existe. Ils ont coexisté presque pas. C'est ça. Est-ce qu'il n'y aura pas ce jeu, cette beauté? Il y a démocratie où il y a ces chocs d'idées. Madame, sacrée. Non, vous savez, je vais vous dire une chose. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le rendement d'une bataille. Le 20 décembre, nous étions à un combat électoral. Et les résultats d'un combat électoral, c'est ce que moi j'appelle la recette. Alors, toutes les parties qui se sont trouvées capables de compétir ont compéti. Vous n'allez pas interdire à l'Union sacrée, au nom de ses ambitions, de rafler les fonctions ou les sièges qui sont à pourvoir. On n'a pas interdit à M. Fayoulou d'aller au combat électoral, non plus on a interdit à M. Matata et les autres d'aller au combat électoral. Le problème, vous savez, madame, lorsque vous êtes dans la scène politique, il faut conserver un peu la politique, parce que je suis politologue de formation, vous allez un peu souffrir. Vous allez souffrir un peu avec les concepts. J'irai dans le quota. Conserver un peu la politique comme un art. Alors, la politique, lorsqu'elle est conçue comme un art, nous sommes dans ces champs de bataille où il y a une certaine dialectique. Il y a deux personnes. Il y a ceux qui doivent conquérir le pouvoir et ceux qui doivent le garder. Alors, dans cette dynamique-là, il y a une certaine stratégie qui est renfermée dans la méthodologie de conserver le pouvoir ou d'acquérir le pouvoir. Nous qui étions à l'Union sacrée, nous nous sommes affiliés la mission de conquérir notre pouvoir. Et par cette mission, on a adopté une méthodologie. C'est une méthodologie fédératrice. Vous allez comprendre que dans l'Union sacrée, le président de la République a fédéré ses forces autour des grands leaders. Quand vous regardez ces grands leaders-là, du plan de vue géopolitique, ils représentent les 4 zones linguistiques. Regardez le président de l'Union sacrée. Regardez la manière dont est composée l'Union sacrée. Donc, nous sommes partis d'une méthodologie fédératrice pour gagner les élections. Mais malheureusement, avant d'arriver le 20 décembre, quelle était la posture de l'opposition? Il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas aux élections, il y a des gens qui disent que le fichier électoral n'était pas crédible. Donc, ils n'étaient pas assis dans une méthodologie pour conquérir le pouvoir. Mais tous en la scène politique, madame, on ne se fait pas des cadeaux. Bon, ça dépend, ouais. Ça dépend. Bon, ça dépend. Il y a eu maturation. Non, la maturation, non, notre maturation. Parce que l'Assemblée nationale, il y a des sièges. Même pas bon mot, mais même dans la structure politique, même dans la démocratie se manifeste. Ici, je suis en train de vous parler. Vous voyez par exemple cette liberté de penser qui est dans l'Union sacrée. Regardez 5 ans en arrière, il y a eu un monsieur qu'on appelait Kabila. Lorsqu'il disait Magister Dixit, le maître a dit, restez ainsi, sans pour autant qu'une personne puisse contester. Mais aujourd'hui, à l'Union sacrée, c'est pas d'une manière péjorative, mais il y a des langages qui se diversifient au regard de certains points. Monsieur peut dire A, l'autre peut dire B, mais toujours dans la même logique démocratique. C'est dans ça que je... Mais c'est, en fait, c'est... Non, en fait, non, problème est là que il faudrait que les gens émettent les avis. C'est en émettant les avis qu'on on concilie les idées. Alors, c'est ce que M. Tshisekedi a fait. Donc, quand nous rentrons en arrière, il n'y avait pas des avis. C'était que le maître a dit, ça reste comme ça. Bon, vous dites, moi, je peux améliorer les A' pour avoir les AC. C'est comme ça que ça se passe. Vous pensez que tout ça, c'est là, échange dans l'Assemblée moi, je pense que provinciale, l'Assemblée nationale, les tout le monde a comment débat et pouvoir, parce qu'on sait que
l'opposition, ça se peut une vingtaine. Bon, on les a foutus dans bisotan, ils a foutu il y a bango. Oui, tout le monde baza mukie, c'est comme on a ceux qui na minorité na bango wana. En démocratie, en démocratie. En démocratie, on considère la minorité, mais on ne tient pas compte de ses caprices. Ça, c'est une nuance. Vous avez 20, toujours considéré Bino, toujours PC Bino, voix, mais ma caprice na Bino, on ne considère pas ça. Parce que dans la démocratie, c'est la voix de la majorité qui prime, madame. Bon, tout ça, c'est là. Bon, ça dépend. Ça dépend de vous. Après tout le monde, ça dépend. Ce qui va se la démocratie. Démocratie. Ceux qui, ça n'a raison, il y a que démocratie est asphyxiée ou bien. C'est la faute, c'est leur faute. On n'avait pas interdit. On n'avait pas interdit à M. Fayulu de présenter les candidats. C'est au nom de quoi qu'il n'a pas présenté les candidats à tous les niveaux. Ça aussi, c'est M. Tshisekedi. Posez-vous la question, c'est M. Tshisekedi. Mais ensemble, elle va aligner. Mais ensemble, elle va aligner, mais après. LGD pas va aligner. LGD a l'ancrage dans la scène politique. LGD a fait combien des années ici au Congo? Il y a eu le parti en vol, il y a eu plusieurs partis, c'est pas seulement, il y a eu plusieurs partis de l'opposition. Vous savez, le problème de l'opposition congolaise, ils sont partis en ordre dispersé. Il y a un cas au Sénégal, il y a un opposant, exemple de ce qui s'est passé au Sénégal. Non, au fait, la politique sénégalaise et le champ politique sénégalais et les champs politiques congolais, c'est différent. Ici, on a un pays très vaste avec une mosaïque de partis politiques. C'est pas comme au Sénégal. Ici, il y a une mosaïque. Nous avons plus de 910 partis. Le Sénégal, c'est pas idem. Donc, ici, nous sommes dans un pays multipartiste et je ne sais pas si au Sénégal, c'est quel régime de parti politique. Donc, c'est très différent. Certes que nous sommes tous dans la démocratie, mais les démocraties se diffèrent par leur manière de s'opérationnaliser. Donc, c'est un peu de cette manière-là. Bon, on va parler maintenant sécurité. Oui. La RDC semble être dans la voie du dialogue pour résoudre la crise sécuritaire à l'Est. Ouais. Mais au regard de la volonté exprimée entre les présidents Tshisekedi et Salva Kiir du Sud-Soudan récemment, Yaki Awa, na RDC, sur la relance urgente du processus électoral, les processus plutôt de paix de Nairobi et de Luanda. Est-ce la meilleure solution, Lélo? RDC est comme un dialogue alors qu'on nous avait promis la guerre pour mettre fin à cela. Merci madame. Je pense que je vais toucher cette question dans plusieurs volets parce que quand je parle de la question sécuritaire de la RDC, il faudrait faire comprendre à ceux qui sont à la maison. L'alternative des dialogues, c'est un chemin à suivre, mais ce n'est pas un chemin fatal. Je vais commencer par une approche géopolitique. Vous savez, le Congo aujourd'hui, c'est le pivot de l'Afrique. Pivot et Afrique. Alors, si le Congo... Mais j'aimerais que le papier en lingala, comme l'émission est bilingue. J'arrive, Naomeka. Congo est un pivot et Afrique. Alors, comme le Congo est le pivot de l'Afrique, dans une approche géopolitique, il faudrait commencer à bloquer les pivots pour empêcher l'impulsion du développement de l'Afrique. Pourquoi? Parce que le client naturel de l'Occident, c'est l'Afrique. Alors, si l'Afrique s'assoit économiquement, se développe, ça signifie balance wana et aux assoutés. Alors, on va faire quoi? Ils vont perdre les enjeux. C'est pourquoi il faut commencer à bloquer les pivots. Et bloquer les pivots, c'est bloquer la République démocratique du Congo en asseyant l'insécurité. La crise qui a commencé, crise d'insécurité au Yébandi, ceux qui ont eu la jeunesse dans le 94, les pays qui sont en tendance, ce sont les pays occidentaux et les États-Unis qui ont soutenu, entre autres, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Donc, le M. Tshisekedi ayant diagnostiqué le problème, il s'est dit que de la même manière, cette crise avait pris son début. Il faudrait commencer par la même logique. La logique qui fait que on va naviguer sur les flancs diplomatiques et on va naviguer aussi sur les plans internes.
moi et vous, nous savons que sur le plan interne, il y a un travail de titan qui s'est fait, à moins que certaines personnes le lient. Le travail de titan qui s'est fait dans l'appareil sécuritaire de la République démocratique du Congo, dans nos services d'intelligence. Il y a une restructuration très profonde de notre appareil de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les recrutements de nouveaux militaires. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on est en train de toiletter l'armée congolaise en enlevant les personnes qui ont été qui ont facilité l'infiltration, parce qu'il ne faudrait pas aussi oublier les brassages et mixages, un élément qui a fragilisé notre armée. Alors, du plan de vue, la question que vous m'aviez posée, du plan de vue extérieur, c'est cette question diplomatique. La diplomatie aujourd'hui, sous Félix-Antoine Tshisekedi, pour la question sécuritaire, c'est une alternative qui est stratégique. Pourquoi? Parce que les temps où on est en train de réformer l'armée, où on est en train de toiletter l'armée, c'est les temps où nous négocions. Parce que si nous partons avec cette armée qui a été fragilisée par la traîtrise et par le brassage et mixage, cela sera un génocide. Parce que... Mais tant mon cousin Mboka, il m'a tant on va qu'il y a que ça la guerre a été que... Si... Vous avez qui n'a... Mon cousin Mboka, si, mon cousin Mboka, si, exactement. Oui, je suis en train de parachever réflexion mon cousin Mboka Lobaki, ceux qui m'accambosent pour continuer à réunir des chambres pour déclarer guerre. Mais dans le contexte, c'est tout là. Tout dans le contexte où c'est l'institution président de la République où ils allaient à Kovanda et l'Assemblée nationale où ils allaient à Kovanda. Les autres institutions sont des institutions démissionnaires. Et si les chefs de l'État devraient convoquer, devait déclarer la guerre, le chef de l'État n'est pas un monarque ou un chef coutumier. Il doit suivre des procédures démocratiques, des procédures qui sont textuelles et inclus dans notre constitution. Cela signifierait qu'il faudrait asseoir les deux chambres par le Congrès et donc voilà pourquoi on doit relancer les dialogues de Nairobi et Luanda. C'est une alternative qui permet à ce que, je dis bien c'est une alternative. Je n'ai pas dit que c'est une fatalité. La fatalité, c'est cette décision finale qui fait à ce que, lorsqu'il y a un problème, qu'on adopte cette position. C'est une alternative. Une des alternatives. Mais cette alternative qui est stratégique, qui permet à ce que lorsque nous sommes en train de dialoguer, lorsque nous sommes en train de chercher des mécanismes qui sont purement diplomatiques, à l'interne, il y a un toilettage qui s'est fait. Moi et vous, nous connaissons maintenant aujourd'hui qu'il y a levé du moratoire sur la peine de mort. Un élément très important qui va encore renforcer la rigueur au sein de notre armée au regard de la traîtrise de certaines personnes. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une alternative. Et la RDC, lorsqu'il va dans les négociations, il ne va pas comme la RDC d'hier qui partait dans la position de faiblesse. Non, il est porté par un monsieur qui dit les choses tout haut. Il est porté par un monsieur qui est courageux, qui a de la bravoure et qui veut assainir la situation de l'Est du pays. Oui, dialogue, solution alternative, la RDC va dialoguer en position des forces plutôt. Mais entre-temps, le président Kagame a sali sortie médiatique. Moi, quand déjà payé, à un moment, on sent qu'il n'est pas pour la condition oyo RDC a zopé ça. Entre les retrait wana, est-ce que vous pensez que dialogue wana il peut aboutir à quelque chose? Madame, vous savez aujourd'hui, c'est sous Félix Tshisekedi que M. Kagame est devenu malade. Cette maladie que moi je l'appelle, oui, Kagame, excusez-moi, M. Kagame est devenu malade. Cette maladie que moi j'appelle épilepsie communicationnelle. Il est tout le temps dans les médias, tout le temps en train de communiquer. C'est parce qu'il se sent touché, il se sent en danger. Vous voyez, quand une personne commence à pérorer, parler comme un perroquet, ça signifie que cette personne est touchée. Et moi, je pense que M. Tshisekedi a atteint moralement sa cible qui est M. Kagame. C'est qu'on a dialogue, oui, il a atteint moralement, il devient rendu Koloba. Mais non, puisque vous devez dialoguer, pas seulement ça, comme il Koloba. Donc, comme on a sorti médiatique, Kagame qui traite le président Tshisekedi des manipulateurs, le président Tshisekedi est pas lobby que Kagame a un perturbateur. Ce qu'on il faut qu'il y ait dialogue, qu'il y ait je pense que
Madame, déjà na accusation mutuelle est-ce que dialogue a ko simba je pense que parce que c'est pas le dialogue il y a exactement il y a exactement il y a des facilitateurs hein. Lorsqu'on est dans un dialogue, moi je peux dire A, toi tu peux dire B, tu trouver terrain d'entente, mais il y a des facilitateurs pour trouver un terrain d'entente. Ici le président Tshisekedi, comme je vous ai dit, le président Tshisekedi c'est un monsieur qui va en position de force au regard de ce que fait Kagame. Kagame c'est un rusé. Il sait qu'il est atteint. Aujourd'hui, les langues internationales savent que M. Kagame est le principal instigateur de l'insécurité à l'est du pays. Alors, tout ce qu'il est en train de faire comme communication, au regard du répondant, pour que cette communication ait un répondant à la communication du président Tshisekedi, c'est un faux fuyant. Ici, je vous parle de l'épilepsie communicationnelle. C'est quelqu'un qui souffre de l'épilepsie communicationnelle. Il est en train de divaguer par ses propos de gauche à droite. Mais concernant les clauses ou les prises de position, je pense qu'il y aurait un facilitateur. À chaque fois qu'il y a des pourparlers entre les États, au regard d'un contentieux, il y a tout. Bon, ça dépend. Les facilitateurs, on peut avoir un facilitateur de la sous-région et on peut aussi avoir d'autres facilitateurs qui peuvent être des envoyés spéciaux venus de certains organismes internationaux. Mais celui de Luanda, ça s'est fait sous la médiation. Oui, celui de Luanda, sous Lorenzo, exactement, je sais. Mais les facilitateurs aussi, c'est quelqu'un d'intelligent qui peut aussi apporter certaines alternatives au regard du contexte sécuritaire. Vous savez, Joao Lorenzo est parti, il fait partie de la SADC, non? L'Angola fait partie de la SADC, mais aujourd'hui, la SADC est sur terrain pour défendre la République démocratique du Congo. Donc, et que Kagame ne veut pas. Mais en fait, pour Kagame, moi je vous ai dit, il est atteint, c'est un faux fouillant. Il est atteint et toutes les alternatives pour éradiquer cette insécurité, peut-être, il va faire semblant, mais il est à sa fin. Il est à sa fin. Le problème, c'est que M. Tshisekedi est en train d'affirmer, parce que internationalement, il y a deux thèses. La thèse de l'instigations rwandaise et la thèse du complot international. Tout ce qui se passe du point de vue dialogue, M. Tshisekedi, c'est un fin stratège. Il fait affirmer, excusez-moi pour la tautologie, à l'international, la thèse de l'instigation rwandaise, parce qu'à chaque fois que M. Kagame va bloquer le pourparlers ou aurait des conditions élastiques, serait un piste pour affirmer cette thèse que c'est le Rwanda qui instigue le M23. Et la thèse du complot international, c'est cette thèse qui fait que certaines nations, certaines grandes puissances, par rapport à cette insécurité, ne disent rien. Ces thèses sont pourtant donner les sanctions. Ça, c'est la thèse du complot international sur la RDC. Et cela nous permet à mieux nous positionner pour savoir comment est-ce que nous allons tirer. C'est un peu ça. Mais bon, voilà pourquoi vous ne pouvez pas répondre à ma question. Dans cette guerre, je ne sais pas, c'est déjà cette guerre médiatique entre les deux chefs de l'État qui doivent se rencontrer un jour pour dialoguer sur la crise sécuritaire à l'Est. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose, croyez-vous? Il y a eu trop de démarches, ils se sont rencontrés, les chefs de l'État fait des allers-retours à Luanda, il y a la délégation congolaise à Nairobi, déjà là, les jalons sont déjà jetés. Est-ce que cette fois-ci, ce dialogue va aboutir à quelque chose pour l'intérêt des Congolais, pour la paix et la sécurité de nos compatriotes de l'Est? Moi, je pense que pour le bien-être de la population rwandaise, si Kagame aurait bonne foi, ça peut aboutir à quelque chose. Mais nous connaissons l'homme et ses formules d'agissement. M. Kagame, c'est un monsieur qui adore les minéraux de la RDC. C'est quelqu'un qui est un sanguinaire. Et c'est quelqu'un qui veut les territoires congolais. Et je pense que dans cette dynamique, il va toujours bloquer les dialogues. Mais M. Tshisekedi va dans une position pour, je vous ai dit, lui, il va dans la position pour affirmer sa thèse. Il affirme cette thèse pour montrer au commun des mortels, pour montrer à ses pairs que le vrai problème, ce n'est pas les M23, le vrai problème, c'est M. Kagame qui instigue le M23. Donc je pense que à 50%, si je dois être un mathématicien, à 50%, ça peut aller.
Mais l'autre 50%, ça ne peut pas aller au regard de l'attitude qu'a M. Kagame. Mais moi, j'analyse plus sur l'approche de M. Tshisekedi d'aller dans ces pourparlers. Et pour moi, ça serait pour le pays et pour M. Tshisekedi, c'est un élément de taille pour montrer au commun des mortels et à ses pairs que le vrai problème, ce n'est pas lui, mais c'est M. Kagame. Et si ça ne marche pas, comme vous avez dit, à 50%, le dialogue n'aboutit à aucune résolution des pays parce qu'il y a eu des communiqués finaux qui ne semblent pas être respectés. On a vu l'arrivée de ces différentes organisations sous-régionales, les LAC, il y a tout cela. Maintenant, il y a la SADC et si ça ne marche pas, c'est l'envie la RDC maintenant d'opter pour quoi? Madame, aujourd'hui, je vous ai tantôt dit... Parce que la guerre, vous avez dit ici que nous sommes dans la réforme de l'armée. Entre-temps aussi, le dialogue aussi qui ne marche pas. Pendant ce temps, il y a chaque jour des Congolais qui meurent à l'Est. J'étais en train de vous dire ici que l'insécurité de l'Est, le président Tshisekedi travaille sur deux niveaux. Aujourd'hui, si ça ne marcherait pas, je reste dans les conditionnels, c'est que le fait que là-bas, ils sont en train de travailler diplomatiquement, à l'interne, ça travaille aussi, madame. À l'interne, ça ne reste pas statique. À l'interne, il y a un travail de titan, un travail qui s'abat sur la réforme de l'appareil sécuritaire. L'appareil sécuritaire aujourd'hui comprend l'armée et ses ressources humaines et puis les services d'intelligence. Vous pensez que tout ce qui est adopté à l'international n'influe pas sur le national? Oui, ça influe. M. Tshisekedi, par le biais de son gouvernement, qui sera bientôt connu, travaille sur l'armée congolaise. Moi et vous, nous voyons comment est-ce que l'armée congolaise devient de jour en jour sophistiquée par son armement. Quand M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on ne pouvait pas acheter des armes. Mais aujourd'hui, on peut acheter des armes. Quand M. Tshisekedi était arrivé au pouvoir, j'ai toujours eu à faire rire plusieurs personnes. Regardez la hiérarchie de l'armée, les 5 personnes qui occupaient les fonctions, chef d'état-major adjoint, et quand vous descendez les 5 premières personnes de l'armée, il semblerait qu'ils auraient, je refuse d'être poursuivi par ces personnes ou par les services, il semblerait, je mets au conditionnel, que ces personnes-là auraient des ramifications avec les rébellions. Mais venez maintenant sous Tshisekedi aujourd'hui, les 5 premières personnes qui occupent l'armée, il semblerait qu'ils n'auraient pas des ramifications avec les rébellions. Donc il y a une différenciation, il y a un travail de fond, un travail bien qui se réalise. Et ce travail-là se réalise aussi parce qu'il y a un travail à l'international qui s'est fait. Moi, je ne suis pas pour les morts qu'il y a Kivu là-bas. Ça ne me plaît pas parce que déjà, au nom de la chrétienté et puis au nom de l'humanisme, la vie humaine est sacrée. Je suis un serviteur de Dieu et je suis un Congolais, un humain aussi vivant sur la planète Terre. Ça ne me plaît pas quand un être semblable tombe. Ça ne me plaît pas. Donc je suis de cœur avec ces personnes, mais de la même manière, cette crise s'est assise, s'est enracinée. Il faudrait aussi un mécanisme un peu kilométrique pour terminer cette crise. Il ne faudrait pas oublier que M. Tshisekedi, lorsqu'il se bat pour la pacification de l'Est, ce n'est pas une pacification qui doit être temporaire. C'est une pacification qui doit être éternelle et durable. C'est pourquoi on doit passer par plusieurs échelons pour asseoir la paix à l'est du pays. Parce que la paix qui va être assise à l'est du pays sera une paix éternelle où le Kivu et le grand Kivu va retrouver sa paix et où on n'aura plus ces genres de barbarie. Donc c'est pourquoi nous passons un peu par plusieurs gymnastiques qui sont diplomatiques et puis plusieurs gymnastiques qui sont internes. Oui, plusieurs passages diplomatiques. On a vu le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu, lors de sa dernière sortie médiatique, qui salue les avancées diplomatiques de la RDC sur cette crise sécuritaire à l'Est. Il a cité notamment, comme vous l'avez dit, la levée de l'embargo sur l'achat d'armes, mais aussi cette fierté-là, le fait que d'autres pays du monde pointent le Rwanda comme étant
auteur de la crise sécuritaire à l'est du pays. C'est suffisant comme résultat diplomatique? Madame, si je ne peux que citer ces deux éléments. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Mais je vais vous donner une approche mathématicale. Je ne suis pas très fort dans les mathématiques, mais nous et vous, je crois en deuxième secondaire ou troisième, nous avons étudié les notions des fonctions. On vous dit pour arriver au point Z, il faut commencer par le point A, vous transitez au point T et puis vous allez arriver au point Z. On arrive au point Z directement. Non, non. C'est que aujourd'hui, la crise sécuritaire, c'était un fait social qui s'est assis. Alors, pour les terres, il faut commencer par un mécanisme. Si aujourd'hui les gens comme M. Laurent Désiré Kabila qui ont été à la genèse de cette crise et qui ont voulu l'éradiquer n'ont pas eu cette facilité, c'est parce que ils ont eu l'incapacité de démontrer l'instigation rwandaise. L'accord de Lusaka, lorsque je suis en train de lire en 99, si ça a échoué, c'est parce que M. Laurent Désiré Kabila n'avait pas la lucidité de démontrer l'instigation rwandaise. Et aujourd'hui, lorsque M. Tshisekedi arrive avec sa diplomatie, il fait 5 ans, il démontre, je parle des thèses ici, il y a 2 thèses qui sont affirmées aujourd'hui mondialement. Mais comment Kabila avait réussi alors? Parce que non, Kabila n'a pas réussi. Il a quand même légué un pays entier à Félix Tshisekedi. Je peux vous répondre à chaud, madame. Le Congo n'est pas un pays entier? Le Congo aujourd'hui, attendez, du M23, c'est M23 qui sont affiliés au Rwanda. Attendez, je vais vous donner une nuance. Attention, vous risquez la traîtrise, hein, parce que non, je suis en train de dire le pays. Les pays et les pays. Il y a une partie du pays qui est sous occupation. Voilà ces rebelles. Voilà pourquoi je suis en train de donner cet exemple-là. Exactement, très bien. Voilà la nuance que vous aviez ajoutée. La sous-occupation d'une portion de nos terres. Mais cela ne veut pas dire que le pays, l'RDC n'est plus un pays entier. Le Congo, jusqu'à aujourd'hui, c'est 2 345 000 km². Ceux qui vont faire l'examen d'État retenu, il n'y a pas une superficie. Oui, là, on le sait, c'est juste cette partie-là, voilà pourquoi. Voilà, cette partie, il n'y avait pas de guerre. Kabila, lorsqu'il est parti, il a légué plus de 100 et quelques groupes armés et qui existait à l'est du pays. Mais les M23 n'existaient pas bien sûr qu'il y avait les ADF, ce groupe en même temps, mais les M23 n'existaient pas. Ils étaient au maquis, ils existaient, mais ils étaient au maquis. En fait, il faudrait qu'on nous dise la réalité. Vous savez, une petite anecdote historique. Lorsque Mamadou Ndala va vaincre les M23, c'était sous la bénédiction du gouvernement congolais à l'époque ou non? Non. Parce que Mamadou Ndala avait refusé les injonctions de Kinshasa. À un moment, lorsque Mamadou Ndala commençait à traquer les M23, Kinshasa a appelé pour dire qu'il faudrait arrêter. Et Mamadou Ndala aurait refusé les injonctions de Kinshasa au conditionnel. Et c'est même la chose qui a causé la mort du colonel Mamadou Ndala. Donc, cet aspect avec les régimes cannibalistes, moi j'appelle ça un régime cannibaliste, les régimes passés, il faudrait... Le régime qui a mené Tshisekedi au pouvoir, il y a eu alternance pour une première fois. Non, ce n'est pas le régime, c'est le peuple congolais qui a mené Tshisekedi. C'est le peuple congolais qui a mené Tshisekedi au pouvoir. Il n'y a pas eu la volonté de Kabila de céder le pouvoir. Les élections n'est pas la volonté d'une personne. Oui, cette volonté, il pouvait aussi rester. Mais il était respectueux, il a fait ses 2 mandats, il a laissé. Non, il n'était pas respectueux, il avait déjà prolongé. 2016, les élections, lui, il a prolongé jusqu'à 2 ans. Vous savez, madame, même M. Tshisekedi... Mais il n'a pas fait un 3e mandat. M. Tshisekedi n'est pas plus fort que le peuple congolais. Non plus, M. Kabila. Et M. Tshisekedi... Non, c'était juste pour vous dire que Kabila n'était pas aussi... C'est comme si c'était le plus mauvais le Congo, je ne traite pas M. Kabila des plus mauvais, mais je démontre les faits sous sa gestion. Je suis en train de démontrer les faits sous sa gestion. C'est comme si aujourd'hui je vous parle de l'accord avec les... Vous êtes sûr que la gestion de M. Tshisekedi, elle est très bonne? Non, lorsque vous dites très bonne, c'est... Surtout à la crise sociale, lorsque vous dites... il y a des gens qui commencent même par regretter l'époque à Kabila, qui n'ont le lot commune à 27. Lorsque vous dites qu'elle est très bonne, moi je serai menteur avec ma conscience. La gestion n'est pas très bonne. La gestion de M. Tshisekedi, c'est une gestion, à mon humble avis, qui est catholique. Alors, nous tendons vers le très bon, au regard de tout ce qu'il y a comme péripéties, des péripéties internes comme externes. Et je pense que dans les jours à venir, ces péripéties vont être améliorées. Mais M. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui se bat pour le Congo. Vous savez, il y a cette beauté-là.
lorsque une autorité connaît les réalités vraiment de la territorialité, et cette autorité fournit des efforts lorsque vous voyez pour améliorer, c'est très positif. Donc M. Tshisekedi va dans cette dynamique-là. Nous ne disons pas que le Congo c'est les États-Unis d'Afrique ou le Congo c'est le Canada, non. Il y a des péripéties, mais il faudrait aussi apprécier l'homme à son époque. Il faudrait apprécier les enfants dont hier les parents avaient l'incapacité de payer les frais scolaires, mais aujourd'hui plus de 4 millions d'enfants sont à l'école, il faudrait apprécier. Aujourd'hui, lorsque nous allons dans les fins fonds de la République, où les hôpitaux sont construits au nom du programme 145 territoires, les écoles sont construites, il faudra aussi l'apprécier. Il faudra apprécier les contrôles administratifs faits par l'IGF aujourd'hui. Et les gens commencent à avoir peur de toucher à la judiciaire de l'État. Parce qu'il faudrait se souvenir, la gestion de M. Kabila, c'était une gestion nauséabonde. Que les détourneurs ne sont jamais condamnés. Ceux qui entrent, ils sont sortis, on les a vus. Moi, je pense que la question sur les condamnations, c'est une question qui relève de la justice. Lorsqu'une personne n'est pas condamnée, c'est parce que les preuves matérielles n'y sont pas. C'est comme si vous dites que M. Joe Mayele c'est un voleur. Vous ne savez pas qu'en justice, il y a la présomption d'innocence et vous devez avoir, vous qui m'accusez d'être voleur, vous devez avoir la capacité de démontrer mon vol. Donc, c'est bien bon de parler des détournements, des présupposés détournements, mais il faudrait aussi que les ministères publics qui s'est saisi du dossier ait la capacité de démontrer ces détournements. C'est ça aussi qui fait. Parce que dans le droit, lorsque les preuves ne sont pas contre l'accusé, cette personne est justifiable, est justifiée au fait. Donc je pense que c'est dans cette... Le problème c'est quoi? La communication qu'il y a eu ces derniers temps, c'est une communication qui peut-être qui n'a pas été trop lucide, une communication fluide. La communication doit être lucide. On explique au peuple congolais comment les choses se passent, qu'est-ce qui se passe, et une communication permanente. Cela va permettre à ce que plusieurs hypothèses, plusieurs discours populistes ne puissent pas refaire surface. Ben, si on doit rentrer à la question, parce qu'on est dans vraiment vers la fin de l'émission, par rapport à ce que les avancées évoquées par rapport au VPM, vous avez dit que c'est pas tout, il y a encore à faire. Ben oui, il y a encore à faire, madame. Il y a encore à faire, il y a beaucoup à faire. Comme par exemple, qu'est-ce que la RDC, selon vous, que serait ce grand résultat sur le plan diplomatique? Des sanctions contre le Rwanda, comme on voit avec l'Ukraine? Ben oui, les sanctions aussi contre le Rwanda serait une grande victoire diplomatique. Les sanctions économiques. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda est le chouchou de certaines nations. Le Rwanda n'a pas de coltan, le coltan n'a pas de cuivre. Mais tout ce qu'il produit là en coltan et en cuivre, il les prend où? C'est parce qu'il épuise illégalement au Congo. Et si on sanctionnait économiquement le Rwanda de ne plus exporter son coltan volé ici par les biais des sangs de Congolais, ça serait positif. La fermeture de certaines ambassades, les ambassades du Rwanda dans certains pays aussi. Donc je pense que ça serait ça. Mais cette victoire doit se concrétiser par ici je parle d'une paix durable, excusez-moi, c'est ce que cherche M. Tshisekedi. Cette paix durable passe par la diplomatie, qui est un chemin alternatif, mais ça passe aussi par notre appareil sécuritaire. La restructuration de l'appareil sécuritaire congolais fera à ce que le Rwanda puisse se taire. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons un appareil sécuritaire vivifié, fort, avec des services de sécurité qui sont aussi vivifiés, où nous éradiquons toute traîtrise, ça va permettre à ce que la paix existe. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des tops, il y a certaines personnes qui sentent la traîtrise, et c'est ça qui fragilise notre appareil sécuritaire. Et je pense que M. Tshisekedi, les gouvernements démissionnaires, ils travaillent, les gouvernements qui vont venir vont y travailler aussi, pour installer la paix en République démocratique du Congo. On regarde tout ce qui se passe à l'Est. Est-ce que le Congo c'est grand, dans ces provinces? Est-ce que vous pensez que tous les Congolais des autres provinces sont aussi affectés, ou bien il faudrait qu'il y ait encore plus de messages, comme on voit avec le ministère de la Communication, qui ne cesse d'appeler au patriotisme? Vous pensez que le travail est déjà fait, les Congolais sont suffisamment
informés sur ce qui se passe ou bien il faudra encore faire autre chose pour faire sortir cet amour patriotique, ces réconforts des Congolais d'autres provinces à ceux de l'Est? Les Congolais sont suffisamment informés, oui, c'est thèse, mais les actions sur terrain doivent être continuelles. Par exemple, le 8 mars, je vous ai vu les femmes n'ont pas porté des pannes comme d'habitude. Ils ont porté des tenues noires pour être en parfaite harmonie avec les femmes de l'Est du pays. Je pense que les actions patriotiques doivent être continuelles et fréquemment. Ce qui va faire à ce que cette situation de l'Est du pays puisse interroger toutes les personnes, toutes les provinces qui ne sont pas touchées. Qu'on continue avec la vulgarisation médiatique de publicité parce que, par exemple, la chaîne nationale, et permettez-moi de citer la RTNC, je vois certaines publicités qui réveillent la conscience, certaines publicités qui touchent à cette crise de sécurité. Et il faut qu'on continue comme ça. L'organisation aussi des forums sur la paix et la sécurité à l'est du pays, des forums qui va réunifier les gens. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous avons besoin des indicateurs qui vont faire à ce que les désirs de vivre ensemble naissent. Le Congo a déjà eu un problème depuis 1960, l'effet de devenir une nation. Alors, il faudrait recréer les contextes de la nation. Le contexte de la nation va permettre à ce que nous ayons les désirs de vivre ensemble. Nous réclamons un passé commun. Et lorsque on a ces désirs de vivre ensemble, nous réclamons d'une société unique. Vous allez comprendre que certaines choses ne vont plus passer. Si aujourd'hui nous vivons tout ce que nous vivons comme mots au pluriel, c'est parce que la nation congolaise est fragilisée. La construction de la nation congolaise est fragilisée. Et quand la construction est fragilisée, il y a une divergence. Les gens disent A, les autres disent B. Ok, monsieur Joe Mayele, nous arrivons à la fin. Mais en 10 secondes, je vous pose juste une question. Pas plus parce que nous sommes déjà à la fin, mais fait déjà signe. Vital Kamerhe pressenti comme président de l'Assemblée nationale. Une très bonne tête pour la République. Une très bonne tête pour la République. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous arrivons à la fin de votre émission à l'écoute. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le vendredi prochain avec notre invité et une nouvelle thématique. Bonne suite du programme sur A30 Télévision. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa nyonso angetuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.